Bonsoir, ravi de vous retrouver, voici les titres de l'actualité du jour. « 450 millions d'euros, c'est la somme investie à Saint-Avold dans un projet faramineux, une usine capable de recycler le plastique de bouteilles à l'infini. Vous découvrirez les raisons de cette implantation et la réaction des habitants dans quelques instants. Le grand format de ce vendredi 17 février est consacré au 3e régiment de hussards de Metz en opération au Liban. Notre journaliste Urani Tozik les a suivis le temps de quelques jours. Enfin, la ville de Metz, capitale du sabre laser, elle accueille ce week-end le tout premier championnat de France de la discipline. Nous avons assisté aux préparations de cet événement très attendu. La météo, un temps maussade, nous attend ce week-end. Quelques éclaircies sont prévues cependant dimanche. Les températures, elles continuent de grimper jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée de samedi. Et puis l'invité du jour est Cédric Goutte, conseiller régional, président de la commission tourisme Grand Est. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur les bons chiffres du tourisme dans la région en 2022. Mais avant, on développe les titres du jour. 100 000 tonnes de bouteilles en plastique par an, c'est la quantité qui devrait être recyclée d'ici 2025 par l'usine Infinite Ploop sur la plateforme chimique de Saint-Avold. Un gigantesque projet, source bien sûr de création d'emplois, mais c'est également un exemple de plus montrant la transition que connaît ce territoire au fort passé industriel. Reportage sur place avec Emma Facchetti. L'annonce de l'implantation d'une grande usine de production de plastique recyclé sur la plateforme chimique de Saint-Avold-Carlin fait beaucoup parler dans le centre-ville naborien. Je suis content que ça se passe, vu qu'on a perdu beaucoup d'emplois. Et on aimerait bien que ça revienne, et ceux qui veulent venir s'installer chez nous, c'est très bien. Ça va générer de l'emploi, donc une attractivité forcément pour le secteur, ce qui est forcément bien pour nous en tout cas, et pour les gens d'ici qui vont pouvoir en fait réhabiter le secteur, se réapproprier en tout cas les lieux, venir d'ailleurs éventuellement et redonner de l'attractivité à la ville. Il faut dire que ce projet colossal de 450 millions d'euros va créer plus de 200 emplois directs. L'industrie sera située sur les 20 hectares de l'ancienne coquerie de Carlin, un site classé Céveso, particulièrement prisé en France. Il y a plusieurs raisons, mais parmi ces raisons, il y a celle qui consiste en la capacité de la plateforme à pouvoir accueillir des sites classés Céveso. Donc le projet dont on parle est Céveso seuil bas et donc a toute sa place au sein de cette plateforme. D'une capacité de 70 tonnes par an, l'usine produira à partir d'emballages jetés du plastique PET utilisé pour la fabrication de bouteilles. Avec cette implantation, la plateforme Chemesis, créée en 2013, prend le virage de la chimie verte. Ce projet qui s'inscrit dans l'économie circulaire fait partie justement des critères de sélection des projets pour l'association Chemesis. La construction de cette industrie permettra d'économiser plus de 250 000 tonnes de CO2 par an par rapport au PET, fabriqué à partir d'un procédé pétrochimique traditionnel. Vous l'avez sûrement croisé cette semaine dans les rues piétonnes du centre-ville messin, une camionnette vendant ce produit si apprécié des Français, le fromage. C'est l'enseigne du Grand Cerf qui s'est installée là le temps de travaux dans sa boutique. De quoi attirer l'œil et l'odorat des passants, c'est le cas de notre journaliste Lucie Philippot. Habituellement, Jonathan Zitko vend ses fromages dans son magasin, mais depuis lundi et pour 2 semaines, il a pris ses quartiers dans sa camionnette blanche de marché. On est dans une période de travaux dans notre petite boutique et on a un camion depuis le mois de mai. On fait les marchés plutôt vers la frontière luxembourgeoise et là on s'est dit pourquoi pas demander une autorisation de stationner à proximité de notre fromagerie pour exploiter notre camion. La boutique est donc fermée et est en train de subir de grands changements. Le projet en fait c'est de créer un labo de transformation du lait cru qui sera visible par les clients. On va être approvisionné en lait cru par les producteurs locaux
et on va fabriquer nos propres yaourts, fromage blanc et quelques fromages frais. La délocalisation de ces 1001 fromages n'a pas l'air de perturber la clientèle. Ça change pas grand chose, il y a plus de monde, qui les voit depuis qu'ils sont là. Et le même sourire que d'habitude, donc il n'y a rien qui change, à part que ça donne l'impression d'être au marché, c'est tout. La fromagerie du Grand Cerf rouvrira ses portes vendredi prochain, le 24 février, toujours au même endroit. Et on passe tout de suite à notre rubrique grand format. Depuis plusieurs mois, une grande partie du 3e régiment de hussards de Metz est en opération extérieure sur des théâtres internationaux, Djibouti, Côte d'Ivoire ou encore le Liban, un pays où les forces françaises sont déployées depuis 1978 au sein de la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de cette opération, l'opération Daman. Sur place, notre reporter Urani Tozik a pu suivre les femmes et les hommes du régiment. C'est le grand format de la rédaction. Escale dans cette boulangerie de Tibnine. Ces casques bleus sont en pleine patrouille à pied aux côtés des forces armées libanaises. L'objectif est multiple, maintenir la paix au sud du Liban, soutenir l'armée locale et rencontrer la population. Accueil chaleureux par cet autre commerçant. L'heure est à l'échange autour de la situation économique du pays qui porte encore les stigmates de la guerre. Participer à leur économie, mieux comprendre leur quotidien pour mieux les protéger, c'est l'une des missions de la Force Commander Reserve, l'unité de réserve de l'ONU au Liban. Pour la phase retour, les gamins inchangés, ce sera 11 en tête. Parmi les militaires déployés cette fois-ci, on retrouve les hussards de Metz. En France, on a plus pour habitude de s'entraîner pour faire, entre parenthèses, la guerre. Ici, on est plus une force d'interposition, une force de présence avant tout. Et c'est pour ça que voilà, on est avec nos partenaires libanais. C'est une première opération extérieure pour ma part, donc c'est un honneur de servir la France et l'ONU de surcroît pour la première fois de ma carrière. Retour à la base, à Derkifa, où un tiers du régiment messin est déployé pour quelques mois au service de la paix. Comme d'autres unités de la France entière, à la tête de ces centaines de militaires pour quelques mois, le colonel Sommerla, chef de corps du 3e régiment de hussards de Metz. Il s'agit d'une mission où nous sommes en mesure d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un petit peu partout dans l'aire d'opération et dans une surveillance aérienne permanente également. Dans un deuxième temps, nous avons une mission au profit ou au soutien des forces armées libanaises. Il s'agit pour nous de les accompagner ici dans la zone d'opération, à travers notamment des patrouilles conjointes quotidiennes avec eux, et puis également des entraînements conjoints qui nous permettent d'apprendre les uns des autres. Embarquer, débarquer. C'est le cas ici en plein atelier tactique, l'occasion de s'entraîner conjointement avec des centaines de militaires libanais lors de chaque opération extérieure. Une sorte d'échange de procédures avec nos camarades libanais ici. Ça nous apporte une meilleure connaissance du théâtre d'opération ici, parce que eux ils vivent ici, ils ont grandi ici. Donc, ils nous apportent vraiment une vraie plus-value pour après nous, pour nos missions dans leur territoire, mais c'est des choses après qu'on peut transposer dans d'autres opérations, sur d'autres théâtres. Un travail de terrain rendu possible grâce aux décisions prises ici. Au quotidien, chaque manœuvre est conçue et coordonnée au cœur du centre opérationnel, le point de départ de chaque réflexion. Et qui ensuite est réalisé par les unités. Et donc on a un œil très précis sur tous les véhicules, tous les vecteurs, tous les gens qui sont à l'extérieur. On a un regard plus précis, je pense, que dans d'autres endroits. Malheureusement, on ne peut pas me suivre puisque dans la zone contrôlée, c'est là où il y a toutes les choses sensibles de la SCR. L'accès est réglementé. Aucune caméra ou téléphone n'est autorisée ici. Alice, good evening, and sit down. Comme lors de ces réunions entre hauts gradés, menées en anglais. Une sécurité optimale pour protéger ceux en uniforme, mais aussi le pays tout entier. Et ce depuis 17 ans maintenant, juste après le cessez-le-feu négocié par l'ONU, soulignant le retrait des troupes israéliennes en 2006. Sur cette base, 7 unités, dont une de l'armée finlandaise, travaillent conjointement. Aucune ne fonctionne seule, toutes sont nécessaires. Comme ces ateliers, les mécaniciens assurent une flotte de véhicules en parfait état. Et toutes les patrouilles, tout s'effectue avec les véhicules et sans nous, ils ne peuvent pas.
ne peuvent pas effectuer. Moi, originalement, à Metz, je travaille sur les VBL. Et ici, on est à l'atelier blindé, on travaille sur tout ce qui est blindé. On travaille sur d'autres types de véhicules, donc c'est une plus-value, on gagne en expérience. Par exemple, en 4 mois de mission, on gagne 2 ans d'expérience au régiment. Et encore plus quand il s'agit de jeunes militaires sur un théâtre international pour la première fois. C'est le cas d'Inès, opérateur radio au cœur du centre opérationnel. Vous vous attendiez à ça ? Oui, franchement, ça se passe super bien pour moi. C'est une belle expérience et j'ai appris beaucoup de choses ici. Garder un lien avec la famille restée en Moselle et s'octroyer des moments de vie en dehors des missions. Oh oui, petit moment que je prends avant d'aller travailler. Rafraîchir sa coupe ou se rendre à la salle de sport, de quoi se vider la tête et se maintenir en forme pendant ces quelques mois loin de Metz. L'un des derniers objectifs de ces casques bleus, soutenir la population à travers notamment des actions civilo-militaires. C'est important de pouvoir les aider. Donc nous, on appuie sur 3 domaines, la santé, l'éducation et le développement. Cette fois-ci, 30 tablettes numériques ont été offertes aux élèves d'une école du sud du Liban, tenue par des sœurs. Il est très précieux pour nous parce que ça aide les élèves à suivre durant les périodes d'informatique. Vous consacrez votre vie et vous donnez de vous-même pour faire régner la paix au sud du Liban. Je suis un enfant de paix. J'ai une véritable fierté à voir toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent ici avec professionnalisme, avec rigueur, avec entrain, avec enthousiasme, qui sont loin de leur famille et qui pourtant chaque jour donnent le meilleur d'eux au service de la paix. Une paix durable mais fragile, ces hommes et ces femmes en uniforme le savent, à l'image du ciel libanais très capricieux et changeant en cette saison des pluies tardives. Dans tous des ennemis, je combattrai sans répit. Et après notre rubrique grand format, place au loisir. Bonsoir Emma. Bonsoir. Ce week-end, le soleil ne sera pas au rendez-vous, mais pas de panique, vous nous proposez des idées de sortie à faire en famille ou entre amis pour nous amuser, même en cas de mauvais temps. Week-end pluvieux, mais week-end heureux, misé sur des activités en intérieur pour profiter de ces 2 jours. Et on commence avec un peu de jardinage d'intérieur. C'est bientôt le printemps, il est temps de semer quelques graines. Alors pour trouver là où les plantes parfaites, direction la grande vente de plantes de Metz. Samedi, un véritable marché végétal s'installera de 10h à 19h dans l'une des cellules du centre Saint-Jacques au niveau -1. Plantes rares, cactus, terrarium, près de 50 variétés différentes seront à acheter à des prix réduits. Il y en aura pour tous les goûts, de quoi transformer votre salon en jungle urbaine. Et après le jardinage, on prend le temps d'écouter quelques notes de musique. C'est le rendez-vous musical à ne pas louper ce samedi, le concert du quatuor Diotima à la Cité musicale de Metz. Alors pendant 2h10, la musique de chambre va rayonner. Alors il faut savoir que cette représentation est le fruit d'une résidence pour la 2e année consécutive. Le quatuor à cordes le plus demandé à travers le monde a ouvert son académie à l'Arsenal. Tout au long de la semaine, les 4 musiciens ont travaillé avec 3 jeunes compositeurs et 3 jeunes quatuors issus des meilleurs conservatoires. L'objectif, travailler sur des classiques du répertoire et sur des compositions et bien sûr partager son savoir-faire, comme l'explique Franck Chevalier, altiste au sein du quatuor, au micro d'Alicia Hublot. L'idée de l'académie, c'est surtout de se faire rencontrer 2 mondes qui ne se rencontrent pas toujours. C'est-à-dire que le monde de la musique classique ou savante est très cloisonné. La tradition musicale classique, c'est plutôt de séparer l'écriture de la pièce et l'interprète qui va jouer la pièce. Je pense que c'est 2 mondes qui se passionnent pour la musique, mais pas de la même manière. C'est-à-dire un compositeur se passionne pour les processus, pour la manière dont la musique est construite, souvent. Et les instrumentistes se passionnent pour la musique d'un point de vue beaucoup plus instinctif. Et donc ces 2 mondes, il faut les faire se rencontrer. C'est ça l'objectif de l'académie, pour essayer de pallier ce problème. C'est des musiciens qui viennent de partout en Europe et même dans le monde. C'est-à-dire qu'on a eu des musiciens américains, brésiliens, asiatiques. Cette année, c'est Portugal, Espagne, Vienne, mais enfin dans le quatuor viennois, il y a des Kazakhs aussi qui sont là. Et les compositeurs, c'est Corée, Allemagne et Angleterre.
Et pour applaudir ces jeunes talents, n'oubliez pas de réserver votre place, c'est gratuit, à la Cité musicale. Alicia Hublot reviendra par ailleurs plus en détail sur cette semaine de travail dans sa boîte à malice mercredi. Enfin Emma, pour terminer, une dernière recommandation, si on a une envie d'évasion peut-être. C'est le coup de cœur du week-end testé et validé. Prison Island, ce nouveau jeu a ouvert ses portes le 8 février dernier au complexe Loisirama de Moulins-les-Metz. Alors on n'a jamais été aussi enthousiaste à l'idée d'aller en prison. Alors c'est quand même une prison un peu particulière. C'est un peu un Fort Boyard grandeur nature. Le principe est simple, de 3 à 4 personnes en équipe, vous êtes détenus pendant 1 heure au sein d'une prison et de ces 26 cellules enfermées. Vous affrontez des épreuves et tentez de collecter le plus de points en seulement 1 heure. Donc, action, adresse, logique, réflexion, coopération. Les mini-jeux et les défis vont s'enchaîner, de quoi rigoler entre amis ou avec votre famille. Sachez que cet espace de jeu est ouvert donc tout le week-end de 10h à 23h. Comptez 20 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 12 ans. Merci Emma pour toutes ces bonnes idées. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est un événement inédit au carrefour du sport et de la science-fiction. Ce week-end se tient le tout premier championnat de France de sabre laser et c'est à Metz que cela se passe. Une 60aine de combattants vont ainsi croiser le fer, ou plutôt le laser, donc pour espérer être sacré meilleur Jedi du pays. Alexandre Vaucher a pu assister aux derniers préparatifs. Regardez. Garde, combattez. Ce week-end, les 65 plus grands laséristes de France se donnent rendez-vous dans la nouvelle capitale du sabre laser. Au Palais des Sports de Metz, la première édition de son championnat de France est organisée par l'Académie de la Force. 2 jours de combat artistique en lien avec la célèbre licence de Star Wars. Nous sommes un des clubs les plus gros de France, on doit être dans le top 10, c'est facilement en France, et parmi les plus dynamiques. Et on est en plus soutenu par une région qui a toujours été derrière nous, le comité régional du Grand Est d'escrime. Et ça nous a permis d'être une des premières régions à organiser un circuit régional qui soit vraiment construit. Ceci, plus le fait qu'à Metz, nous avions déjà l'année dernière hébergé 2 étapes de ce circuit régional, ça nous a permis de montrer au niveau national, au niveau de la Fédération française d'escrime, bien qu'on avait les moyens et le savoir-faire d'organiser quelque chose qui pourrait être extrêmement sympa. 600 combats sont prévus durant tout ce week-end d'événements, l'occasion aussi pour les différents amateurs de combats artistiques de se rencontrer autour d'une même passion. C'est ça qui est intéressant dans le sabre laser, c'est qu'on a chacun notre style. Il y en a qui vont être très aériens, d'autres beaucoup plus lourds, d'autres qui vont faire des volts, d'autres qui vont glisser, d'autres qui vont être plus statiques, plus défensifs, plus offensifs. Et donc ça permet vraiment de développer son propre style, sa créativité. C'est plus technique que compliqué. On ne cherche pas justement à être brutal ou quoi, on cherche vraiment à être précis. On ne s'amuse pas à faire des tours dans le vide avec des bâtons lumineux, c'est un vrai sport. On ne fait pas de référence à Disney, on n'a pas des Jedi face à des Sith, on a des combattants. C'est une discipline qui est en plein essor. Il y a 2500 en France, je dirais que sur le Grand Est, on doit tourner autour de 200. Et pour découvrir ce sport dans son nouveau fief national, l'entrée sera gratuite, en même temps que la convention fantastique Metz for Fiction. Et du football maintenant, avant de retrouver notre invité, le FC Metz se déplace à Dijon samedi à 19h pour le compte de la 24e journée de Ligue 2 BTK. Mais ce vendredi, on s'intéresse aux jeunes Grenache qui disputeront dimanche un 8e de finale de la Coupe Gambardella. Ils affrontent l'Olympique lyonnais à 14h30 au stade de Zavel. L'avant-match avec Emery Guillaume. Pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. Après l'avoir emporté face à Torcy en 16e de finale, grâce à un pénalty dans le temps additionnel de la première période, les jeunes du FC Metz ont hérité d'un gros morceau en 8e de finale, l'Olympique lyonnais. Les Gaunes restent les derniers lauréats de la Coupe Gambardella, une 4e victoire finale qui s'est dessinée au tir au but face au Stade Malherbe de Caen en mai 2022. Nous, l'idée c'est de jouer les meilleurs adversaires possibles. On sait que c'est une référence de la formation, on sait qu'ils sont tenants du titre. Voilà, donc c'est très bien. Maintenant, nous, on a aussi notre mot à dire. C'est une équipe qu'on connaît un petit peu. On la respecte énormément. Et ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de les mettre en difficulté comme on a été capable de le faire en championnat. Et voilà, donc là, c'est un match de coupe. Et en tout cas, on se prépare pour être le plus performant possible. Une seule équipe pourra valider son billet pour les quarts de finale. Une victoire obligatoire pour prétendre soulever le Graal, même s'il n'est pas question de brûler les étapes pour Romain Jean-Baptiste, portier et capitaine de cet effectif. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. On prend les matchs les uns après les autres. Là, pour l'instant, c'est le 8e de finale contre Lyon.
faut le gagner pour espérer continuer l'aventure, mais on ne pense pas à plus loin pour l'instant. On prend les matchs les uns après les autres. Après, forcément, s'il y a l'occasion d'aller plus loin, on ne se privera pas. Compétition remportée pour la dernière fois en 2010 par les Grenats et qui a beaucoup de valeur. La Coupe Gambardella est une représentation de la formation des clubs. C'est également le moyen de proposer à ses joueurs un apprentissage optimal pour la suite de leur carrière. Et tout de suite, l'invité du jour. Cédric Goutte, maire de Voipy, conseiller régional, président de la commission tourisme, est de retour sur le plateau de Moselle Info. L'année 2022 marque le retour d'un tourisme tel qu'on le connaissait avant la crise sanitaire. Au total, 29 millions de personnes ont visité le Grand Est l'année dernière. C'est presque autant qu'en 2019. Un bilan donc plus qu'encourageant. Cédric Goutte, vous vous attendiez à de tels chiffres, à une reprise aussi significative ? Alors bien sûr, on l'espérait, on a tout fait pour au niveau de la région Grand Est pour permettre à ce que l'activité touristique puisse reprendre comme on l'avait en 2019, sachant qu'on était aussi déjà sur une très belle année en 2019. Donc on est heureux que 2022 soit à ce niveau-là avec de nouveau l'arrivée des étrangers. Et pour nous, en tout cas, au niveau de la région, nous avons œuvré dans ce sens-là en soutenant, mais également en développant beaucoup d'actions au sein même des différents départements de la région Grand Est pour le permettre. Donc bien sûr, une grande fierté d'arriver de nouveau à ces chiffres. Comment vous l'expliquez alors ? Alors, on a eu notamment en termes de développement sur 2021 déjà une belle progression par rapport à ce qu'on avait pu voir forcément sur les activités qui étaient présentes sur l'ensemble du territoire. 2022, on a pu revoir de nouveau tout ce qui était Benelux et notamment l'Allemagne. On le définit en plus avec une augmentation un peu plus importante du nombre de touristes sur l'Alsace et également sur les Vosges que sur notamment la Marne, la Meuse ou la Moselle. Par contre, on voit que le nombre de nuitées est beaucoup plus importante, en tout cas que la progression est beaucoup plus importante sur la Moselle, sur la Marne que pour être sur l'Alsace. Donc on estime tout simplement que c'est l'arrivée notamment des personnes venant de l'étranger, à la limite de la frontière, qui ont vu justement progresser ces chiffres. Ce qu'il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui draine aux alentours de 6,4 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Pour les professionnels, j'imagine que ça a été une véritable bouffée d'oxygène aussi cette année 2022, après 2 ans compliqués. Ah bien sûr, on va donner des exemples notamment de notre territoire ici aussi sur la Moselle. Quand vous regardez que le musée de la Cour d'Or a fait une progression de plus 6% par rapport à 2019, qui était déjà une belle année. Quand vous voyez que Pokéland notamment fait une progression, parce qu'il y a une nouvelle activité qui s'est rajoutée avec des chiffres de presque plus 20% par rapport à 2019. Donc ça démontre tout simplement l'intérêt aussi d'avoir travaillé, de les avoir soutenus, parce que quand la région était justement à leur côté en 2020 lors de cette crise avec des soutiens financiers, mais on voit que ça a fonctionné et justement ils sortent, on va dire, vainqueurs de tout cela. Aujourd'hui, quels sont les grands atouts de la région en matière de tourisme par rapport aux autres régions ? Par exemple, je pense à celles qui détiennent un littoral, forcément. Alors, certes, on n'a pas forcément la mer, mais on a à la fois des ruisseaux, des fleuves, on a à la fois le fluvial, le fluvestre sur lequel la région Grand Est va beaucoup miser. On a la chance d'avoir une gastronomie aussi qui est aussi très phare sur un des éléments phares, notamment sur la région. On a l'onotourisme qui est aussi très important. On a une région qui permet, on va dire, de découvrir énormément de choses avec peu de kilomètres. Quand vous avez la montagne à proximité, notamment de l'eau, quand vous avez les thermes qui se trouvent également à proximité de lieux à la fois historiques, de lieux culturels, forcément on arrive à s'évader, qui plus est quand on voit la demande notamment des touristes actuels, qui est tout simplement le tourisme nature. On a réellement... Ça a un peu changé avec la crise sanitaire. Tout à fait, on est sur des éléments où le tourisme nature a été réellement recherché dès 2021, après cette crise, pour pouvoir un tout petit peu s'évader. On n'était plus fermé entre 4 murs, mais en tout cas de voir progresser notamment des activités qui sont présentes au sein même de la région Grand Est, et également à des investisseurs d'avoir pu identifier cette région comme une belle région où il y a beaucoup de choses à faire. Dernière question très rapidement, Cédric Goutte. Quelle est la stratégie du Grand Est, plutôt de se concentrer sur les endroits qui attirent le plus de monde ou d'essayer d'équilibrer sur tous les territoires ?
Alors, on a une nécessité, bien sûr, à ce que l'ensemble des territoires puissent être couverts. On travaille essentiellement maintenant sur la digitalisation, mais également sur le développement durable, pour permettre également à rentrer dans le contexte économique mais énergétique qu'on ressent hélas aussi au niveau du tourisme, avec également un travail qui doit être mené sur les 4 saisons pour tout ce qui peut être lié au ski, mais également sur des activités à la fois de bien-être qui sont de plus en plus recherchées au sein même des touristes. Merci beaucoup Cédric Goud d'avoir pris quelques minutes pour nous. Merci. L'image du jour pour clôturer cette édition, il y a du mouvement du côté du centre de distribution Amazon de Metz-Auny. Angeline Bilodeau, la directrice générale, a quitté ses fonctions pour retourner au Canada, son pays d'origine. La raison, semble-t-il, est professionnelle. Elle sera donc restée seulement 18 mois en Moselle à la tête de ce gigantesque entrepôt de 180 000 m². Son remplaçant, vous le voyez, est déjà connu. Il s'agit du directeur des opérations du site, Pierre-Louis Debroise, ancien de plus de 6 ans dans le géant du e-commerce. Il a notamment travaillé à Londres en tant que manager. Aujourd'hui, il prend donc la direction de ce site et de ses 1000 salariés. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec Ronéane, suivi du Dragon Mag puis du Club de la Presse. Très bonne soirée sur notre chaîne. Bon week-end.